commence au milieu du XVIIIe siècle. Est-on bien autorisé à étourdir d'avertissements et de conseils un homme qui gravit une montagne inexplorée? Qu'allait-il faire sur cette montagne? Qui l'y obligeait? À quoi bon gravir ici quand il y a plus bas de la place pour tout le monde et des chemins de plaine si carrossables? Les voyageurs assis sur la pente gazonnée qui couronne les rochers de la mer de glace laissaient errer leur regard sur l'immense chaos déployé dans l'abîme. Le soleil venait à peine de dépasser le zénith. Il dardait ses rayons sur ces masses éblouissantes qui bravent incessamment son pouvoir. Georges parut dans un costume complètement masculin. La blouse avait été remplacée par une élégante redingote de velours noir. La cravate bleu de ciel était nouée avec beaucoup d'art. De larges pantalons d'une blancheur irréprochable descendaient, en se rétrécissant, jusqu'à 2 petits pieds serrés dans des bottines de peau de daim. Au débouché de la vallée de Madelon, nous éprouvâmes un éblouissement d'admiration. Le Mont Blanc se découvrit soudain à nos regards, si splendidement magnifique, si en dehors des formes et des couleurs terrestres, qu'il nous sembla qu'on ouvrait devant nous, à 2 battants, les portes du rêve. Des nuages superbes, du même ton que la neige, qu'on n'en distinguait qu'à l'ombre, montaient et descendaient le long de la montagne comme les anges sur l'échelle de Jacob, et dépassant le sommet sublime qu'ils prolongeaient dans le ciel, semblaient, avec l'envergure de leurs ailes immenses, prendre l'essor pour l'infini. Parfois, le rideau de nuages se déchirait, et par la vaste ouverture, le vieux Mont Blanc apparaissait à son balcon et saluait son peuple de montagne de façon affable et majestueuse. Il daignait se laisser voir quelques minutes, puis il refermait le rideau. Voilà les aiguilles, dit alors le cocher de notre char à banc. Je lève les yeux. 7000 pieds au-dessus de moi s'élevaient les aiguilles du Mont Blanc, hérissées, déchiquetées, comme éclatées. Elles jaillissent, rouges, dénudées, complètement inaccessibles. Sans la moindre neige, car celle-ci ne peut tenir, sur la abrupte verticalité de ces terribles pentes qui, d'un seul élan vertigineux, s'élèvent au-dessus d'un océan de neige. Puis venait la sombre étendue des forêts de sapins dressées sur les crêtes, en un surprenant contraste avec le bleu froid des glaciers, emplissant les gigantesques ravins qui séparent ces hauteurs, et descendant du domaine désolé de la neige comme les flots déchaînés d'un océan en colère, et venant s'étaler dans les champs verdoyants de Chamonix, qui s'étendent au loin en un long trait fertile jusqu'à l'aride solitude du col de Balme. Tout à coup, le taillis s'ouvre et s'écarte comme à plaisir. Un spectacle rempli d'un charme inattendu est devant vos yeux. C'est un petit lac que l'on nomme le lac vert à cause du gazon épais qui en tapisse tous les bords et le fait ressembler à un miroir de cristal bordé de velours vert. La cour de l'auberge était toute agitée. Tous s'étaient rassemblés pour assister au départ. Les hommes se partageaient les volailles, les bouteilles de vin, les couvertures, les papiers d'emballage. La liste de nos provisions fut arrêtée comme suit. 91 bouteilles de vin, 3 bouteilles de cognac, 6 bouteilles de limonade, 1 bouteille de sirop de framboise, 20 pains, 10 fromages, 46 volailles, 8 pièces de mouton, sirop de
du chocolat, du sucre, des pruneaux, du sel, des bougies, et pour finir, 2 bouteilles de champagne.